Bienvenue dans votre session d'information du soir. Nous sommes le mardi 23 décembre 2020, il est 18h30, c'est l'heure de votre journal d'information régional. Et tout de suite, les principaux titres que nous développerons dans ce journal. Le CREPS a inauguré, donné le nom de la triple championne olympique Marie-Josée Pérec à sa piste dotée des dernières technologies, un atout de premier plan pour la Guadeloupe. Lilian Thuram, le champion du monde 1998, est venu présenter son nouvel ouvrage, La pensée blanche, face à un public conquis. À Petit Canal, le maire de la commune, Blaise Widi Mornal, souhaite en finir avec le chômage de masse en signant une convention avec Pôle emploi. Je vous retrouve tout de suite pour le développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après avoir porté les couleurs de la Guadeloupe sur les plus hauts sommets du monde, la triple championne olympique Marie-Josée Pérec ne pouvait rêver mieux que de voir son nom être donné à une piste connectée, intelligente et géolocalisée au CREPS. Cette piste labellisée est capable d'enregistrer des données grâce à des capteurs installés dans la structure interne de la piste. Elle permet de vérifier la qualité de l'entraînement, d'analyser et de traiter les données cinématiques des athlètes en temps réel. Elle a coûté la bagatelle de 3,5 millions d'euros, financée pour moitié par l'État et la région. Un sujet de Charlie Dagonia. Je suis vraiment très fière d'être là aujourd'hui. Je suis honorée, mais vous n'avez pas idée à quel point. Pour moi, de revenir chez moi et d'être fêtée comme ça, c'est quelque chose de... C'est trop fort, c'est vraiment trop fort pour moi. Qu'est-ce que j'aurais aimé en fait avoir une piste comme celle-là. Enfin, nos jeunes, ils ont une chance extraordinaire. Ils ne se rendent pas compte. Et moi je dis en fait, parce que tout le monde me dit, bah toi, moi je suis fière. Mais pour moi, cette piste en fait, c'est l'ouverture vers l'extérieur pour nos gamins, parce que ça va susciter en fait de l'intérêt. Les gens vont venir. On est les seuls dans la Caraïbe. Donc avec les JO, les gens viendront s'entraîner chez nous, nos jeunes vont partager, donc c'est vraiment une ouverture pour eux de partager avec les autres et de progresser. J'ai toujours voulu aimer, récompenser, reconnaître de leur vivant ceux qui ont fait la Guadeloupe. Je pense qu'une femme comme Marie-Josée Pérec qui a porté les couleurs de la Guadeloupe au niveau mondial, international, on ne peut pas ne pas la reconnaître. Il y a d'autres, nous avons Thuram qui est là, nous avons Angloma, nous avons notre champion de judo, Teddy Riner. Donc voilà, je pense qu'il ne faudrait pas oublier ces personnes. Et dernièrement, je le dis, je pensais aux Miss France que nous avons eues. N'importe qui n'est pas Miss France, c'est une reconnaissance nationale. Il faut aussi que ces personnes soient reconnues. Il faut que les nouvelles générations puissent se dire X, Y, ont fait pour la Guadeloupe, ont tracé des chemins pour nous, il faut les reconnaître. Je dis que c'est formidable et surtout en Guadeloupe, s'il y en a 4 déjà en France, c'est formidable d'en avoir une pour la Caraïbe. Peut-être que ça va permettre à nos jeunes de voir l'athlétisme sous un autre angle peut-être. Et peut-être qu'on va retrouver encore des athlètes comme du temps de Chérubin, comme du temps de Yanis David qui est encore là, des athlètes comme Bélocian. J'espère que tout ça, ça va nous arriver, ça va nous tomber. C'est ce qui est bon. Et puis même du point de vue international, on va trouver la Guadeloupe si vous voulez. On va voir les athlètes, mais on va voir surtout où ils s'entraînent. Moi je me dis, mais franchement, vous regardez sur l'appli Smart Track et on voit notre île qui brille comme ça, mais c'est magnifique. Enfin, et moi pendant des années, pendant toute ma carrière, moi j'avais vraiment, pour moi, il fallait que je montre d'où je viens. Il fallait qu'on mette en fait un point sur la Guadeloupe. Et aujourd'hui, avec cette piste, ça se réalise et c'est formidable. Ce que je souhaiterais, c'est que ce parcours-là, que ce soit en fait un exemple pour notre jeunesse, qui se disent mais tout est possible
possible en fait, pas que dans le sport, on peut être bon partout. Chez nous, on a du potentiel et on doit accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent faire exactement, accomplir les rêves qu'ils ont, parce que tous les rêves sont réalisables. Et notez que cette piste est la première de la Caraïbe et la 4e de ce type en France. De quoi honorer dignement notre gazelle. Le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, l'infatigable défenseur de l'équipe de France, Lilian Thuram, s'il a raccroché ses crampons, il défend d'autres causes et c'est dans le monde littéraire qu'il combat les maux de notre société, tels que le racisme. Il revient avec un nouvel ouvrage intitulé La pensée blanche, dont il a fait la présentation à la librairie générale. Vianney Valverde était au plus près du champion. Alors le titre c'est La pensée blanche et non La pensée des blancs, parce que certaines personnes se trompent. La pensée blanche c'est une idéologie politique qui a classifié les gens selon la couleur de la peau et qui a construit l'idée qu'il y avait une race supérieure et que la race supérieure était la race blanche. Et cela a été enseigné par exemple en France jusque dans les années 1950. Très souvent on utilise des identités liées à la couleur de la peau et pourtant on ne connaît pas l'histoire de ces identités. Certains se disent noirs, certains se disent blancs, certains se disent autres. Mais lorsque vous posez la question à quelqu'un, connais-tu l'histoire de ces identités? Mais les gens ne le connaissent pas. Donc l'idée du livre, c'est raconter l'histoire de ces identités et raconter l'histoire du racisme, parce que le racisme a une profondeur historique extrêmement profonde. Et souvent, les gens n'ont pas conscience de cela. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme la France a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans. Très souvent, on parle du racisme lorsqu'on parle des États-Unis. Et très souvent, les gens ne savent pas qu'en France, il y a eu le Code noir, il y a le Code de l'indigénat. Et le Code de l'indigénat se termine dans les années 1940. Et donc, je pense que c'est très intéressant de connaître cette histoire-là pour passer à autre chose. Parce que l'idée du livre, c'est une invitation à connaître l'histoire pour sortir de ces prisons identitaires où nous sommes enfermés parfois d'une manière inconsciente. Ce soir, on est à la librairie générale by Caribbean Culture House de Jarry. On a eu la chance de recevoir Lilian Thuram ce soir dans le cadre de la présentation de son ouvrage La pensée blanche. Et derrière d'un échange avec des personnes sur place, mais aussi via un live streaming sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on a pu échanger de manière assez large sur ces thématiques-là, donc concernant notamment ce qu'il a décrit dans La pensée blanche, le racisme, la construction justement de tout ça. Et comment on peut l'aborder différemment, les conséquences que ça a, et puis à l'échelle de la Guadeloupe, comment justement tout ça est vécu par les populations. On tenait vraiment à faire la présentation de cet ouvrage ici, parce que Caribbean Culture House, donc la librairie générale, c'est pas uniquement un lieu de vente de livres, c'est un lieu dans lequel on veut que les gens puissent découvrir des choses, s'épanouir, échanger, que ça soit, on souhaite que ça soit un vrai lieu de vie en fait, un lieu où les gens, un peu comme avant, il y avait cette notion un peu de bocantage, etc. et de pouvoir discuter de tous les sujets, et notamment des sujets sociétaux qui nous intéressent. Le plus beau cadeau qu'on puisse donner à un enfant, c'est lui permettre de comprendre le monde dans lequel il vit, dans lequel il va vivre. Et donc, ouais, je pense que c'est un merveilleux cadeau. Vous savez, ce livre-là, je l'ai écrit aussi pour l'enfant que j'étais. Je pense que si j'avais eu ce livre très tôt, lorsque j'étais plus jeune, ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait permis de comprendre un peu mieux la société dans laquelle on vit, et ça m'aurait permis de développer, je pense que ce qui est le plus important chez des individus, c'est l'estime de soi. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mieux que de la connaissance. C'est très très important. Et c'est un merveilleux cadeau qu'on doit offrir à tous les enfants du monde. Voilà, de la connaissance.
Et dans le Nord Grande-Terre, particulièrement exposé aux problématiques récurrentes du chômage et de la misère sociale, la ville de Petit-Canal a signé une convention avec le Pôle emploi en vue d'apporter des réponses au plus près des situations des demandeurs d'emploi. Cette convention devrait permettre en outre de dégager des moyens à la hauteur des besoins de ce territoire qui souhaite œuvrer pour casser la spirale infernale du chômage. Stanley Manicor. Nous continuons la marche en avant qui a pour ambition d'accompagner ceux qui sont dans la nécessité et ceux qui sont dans un dynamisme aussi d'insertion. Après avoir mis en place il y a 6 ans le Centre communal d'action sociale de Petit-Canal avec plusieurs actions menées en faveur, je dirais, de ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui veulent s'insérer, qui veulent se former, nous signons cette convention pour avoir un accompagnement supplémentaire, je dirais, une expertise de professionnels pour qu'on puisse répondre convenablement et aller encore plus loin par rapport à ce que nous faisons au sein de la collectivité même de Petit-Canal. Aussi bien sur le champ de leurs problématiques sociales que professionnelles. Donc un travailleur social qui sera représenté par le CECAS va intervenir pour répondre aux problématiques sociales et un travailleur et un conseiller Pôle emploi donc, qui s'occupe de l'accompagnement global va intervenir et apporter des solutions sur le champ des problématiques recherche d'emploi. Il faut apporter des réponses très rapidement et donc le fait de mutualiser les services des deux institutions va permettre d'agir rapidement et d'apporter des solutions aux usagers qui sont dans des situations très très difficiles en ce moment. On s'est rendu compte que pour être dans de bonnes conditions d'insertion, il faut que socialement on soit aussi bien. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de pouvoir se rendre à une formation, c'est clair que même avec la meilleure des volontés, cette personne-là ne pourra pas réussir, ou bien si quand il va en formation, il ne sait pas ce qu'il va pouvoir dîner ou prendre comme petit déjeuner le matin avant de partir en formation, cette personne-là ne sera pas dans les bonnes conditions. Donc en alliant, je dirais, l'institution, à savoir Pôle emploi et le Centre communal d'action sociale, nous essayons de réunir tous les moyens nécessaires pour pouvoir mettre dans de bonnes conditions, je dirais, le demandeur d'emploi ou celui qui est dans ce dynamisme d'insertion. Le Nord Grande-Terre est quand même un territoire un peu fragilisé, qui rencontre peut-être des difficultés un peu plus, on va dire un peu plus importantes que les autres secteurs. Et donc, à ce sens, on a besoin que le Pôle emploi et un accompagnement et un partenaire. Et on a besoin de nos partenaires pour pouvoir agir beaucoup plus efficacement. En cette période de la fête de fin d'année où le besoin de poches de sang grimpe en flèche, l'établissement français du sang rivalise d'idées inventives. Le but, inviter les donneurs de sang à se mobiliser massivement pour répondre aux besoins urgents à cause notamment des accidents de la route qui, en cette période de l'année, augmentent de manière très significative. L'établissement français du sang a proposé aux donneurs de se faire masser gratuitement aujourd'hui. Demain, il leur sera fait un don gourmand et un brunch leur sera proposé le 31 décembre. Voyons ce sujet de Stanley Manicor. Premièrement, nous voulions remercier tous les donneurs qui ont fait l'effort durant le confinement et toute l'année avec la situation sanitaire. Donc les remercier par des événements un peu différents. Voilà, donc aujourd'hui c'est un massage après le don, demain c'est un don gourmand avec l'association Laurette Fuga. Et le 31 ce sera un brunch pour le réveillon. La situation est quand même critique. Nous avons fait 7 poches hier alors qu'il y avait énormément de monde là où nous étions. Donc c'est vrai que nous avons besoin pour passer les fêtes, le week-end de Noël et du 31 de monter en fait les stocks en produits sanguins. Ça permet de sauver des vies. Là, je fais un don de plaquettes, c'est la première fois. Ça peut aider les gens qui sont atteints du cancer, de la leucémie, etc. Et c'est très important aussi s'il y a des accidents comme ça, on peut transfuser le sang, etc. J'essaie de venir le plus souvent possible. Comme j'ai un groupe sanguin quand même qui est assez important. Je crois que je suis O positif, voilà c'est ça, donc je suis donneur pour toutes les personnes qui sont positives.
Donc je trouve que c'est assez important pour les personnes qui ont le même groupe sanguin de pouvoir donner assez régulièrement. Pour être autosuffisant et pouvoir sans aucune inquiétude servir tous les malades, nous avons besoin par jour de 60 poches. Et comme je vous le disais actuellement, on prélève entre 10 et 15 poches maximum, ce qui est très 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 peu. Donc c'est vrai qu'on appelle tous les Guadeloupéens à se mobiliser pour qu'ils viennent donner et qu'ils augmentent le stock, encore une fois, surtout pendant la période des fêtes. Je leur dirais de penser aux autres, en fait. Ça pourrait être n'importe quel membre de leur famille, par exemple, qui soit malade ou qui fasse un accident. Ils seraient bien contents de trouver du sang et des plaquettes pour justement les soigner. Aujourd'hui, en plus de tout ça, en plus de sauver des vies, vous pouvez vous faire masser après le don. Demain, ce sera un don gourmand, donc vous aurez une petite collation spéciale Noël. Il y aura également des choses prévues pour les enfants, donc vous pouvez venir avec vos enfants. Et le 31, brunch du réveillon. Ah ouais, c'est vrai en plus, donc ça permet justement de se détendre après le don, donc c'est génial. On a déjà eu quelques massages, il y a encore des donneurs en salle de prélèvement qui après leur don pourront se faire masser, relaxer et après passer leur fête comme ils le souhaitent. De nombreuses personnalités anonymes ont rendu un dernier hommage ce mercredi matin à Joseph Vulgaire, ce chef d'entreprise hors pair, mais également un époux et un père de famille aimant qui laisse derrière lui une empreinte indélébile dans les cœurs, mais aussi un bel héritage dans le monde de la restauration en Guadeloupe. Charlie Dagonia. Premièrement, nous voulions remercier tous les donneurs qui ont fait l'effort. Alors, mon époux, c'était quelqu'un de fort, c'était un battant, c'était un persévérant, c'était quelqu'un qui était humain, qui avait un grand cœur, qui avait un très très grand cœur. C'est quelqu'un qui ne supportait pas de voir l'autre dans un besoin. Donc, même s'il ne connaissait pas la personne, systématiquement, il faisait un geste. C'était ça, Joseph Vulgaire. Enfin, déjà, du courage. L'an dernier, je suis passé par là. Cette famille était à mes côtés. J'ai perdu ma mère et ma soeur. Joseph Vulgaire, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps, avec qui on a fait du chemin, que ce soit dans la vie associative, que ce soit en accompagnement, moi en tant que président de région pour moderniser son entreprise. Il s'est battu toute sa vie pour pouvoir maintenir et développer son activité, transmettre à ses enfants. C'est la plus belle chose que des parents peuvent faire et il l'a fait en notre présence, en présence de tous ceux et celles qu'il aimait. Et personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte aussi vite. Je ne savais pas qu'il était malade. Et ça a été pour moi vraiment un choc quand j'ai appris qu'il est décédé. Alors que c'est vrai que c'est difficile cette année. Je crois que la Guadeloupe perd beaucoup de grands Guadeloupéens, ceux qui ont fait, des avocats, des maires, des chefs d'entreprise. Hier encore, Jean-René là, à qui j'adresse un salut amical à toute sa famille, vraiment un ami de plus de 35 ans. Donc c'est dur, mais il faut qu'on soit entouré, il faut que les amis soient là, les parents. Partir à 2 jours de la Noël, c'est encore plus difficile pour la famille. Donc, au nom de la région Guadeloupe, je tiens alors à envoyer toute la force que nous puissions avoir et le courage, et que nous serons là en cas de besoin. Et à tous les Guadeloupéens, en cas de force et courage, à tous ceux qui perdent nos familles, en cas de il faut nous tenir, il faut nous tout passer le jour, mais ça arrête de ne pas attendre nous et qui viennent chez nous. Mais il faut nous forts, il faut nous souder. Force à la famille Vulgaire, et surtout à sa fille Génie que je connais très très bien depuis très longtemps, un ami de très longue date, à ses fils, à sa femme. Je leur souhaite vraiment toutes mes condoléances. En tout cas, M. Vulgaire a été et restera pour moi un repère, en tout cas professionnellement, parce que ça a été le pionnier dans beaucoup de choses en Guadeloupe en termes de restauration, notamment pour tout ce qui est self-service. Et voilà quoi, donc ça c'est indéniable d'un point de vue professionnel, ça restera toujours un repère. Et l'homme même était un transmetteur. Enfin, je dis était, c'est difficile pour moi de dire ça quand même, est un transmetteur parce qu'il va continuer à vivre au travers de nous, même ses collègues, les personnes qui l'ont côtoyé, en nous inspirant de ce qu'il disait, parce que lorsqu'il transmettait pas seulement de la technique professionnelle, il transmettait
un esprit, quoi, en fait. C'est tout un esprit dans les démarches, comment voir l'autre, comment aborder l'autre, comment agir avec l'autre. C'était pas une transmission simplement technique, c'était vraiment une personne très entière, un avant-gardiste. Peut-être même des fois trop avant-gardiste sur son temps. Et voilà, quoi. Donc je garderai toujours cette image et moi je dis à la famille, bon courage. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va continuer à vivre au travers de ce qu'il a transmis, en tout cas. En tant que père, c'était un très bon père. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui... Ses enfants, c'était tout pour lui. C'était vraiment quelqu'un qui protégeait ses enfants. En fait, ça ne s'explique même pas. Il fallait le voir, il fallait comprendre comment il vivait avec ses enfants pour vraiment imaginer cet amour qu'il avait pour eux. Sinon, c'était un époux. Mon mari, ce n'était pas quelqu'un de parfait, mais c'était quelqu'un qui était présent, qui aimait réunir les gens, qui aimait le partage. Et en fait, il m'a transmis ce côté vraiment de partager, de recevoir. Il aimait ça. C'est quelqu'un qui aimait recevoir. Et puis, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il sera inhumé demain, jeudi 24 décembre, au cimetière de Pointe-à-Pitre. La levée du corps aura lieu à 10h au pompe funèbre Biras. Et à Sainte-Anne, le maire de la ville, Christian Baptiste, a souhaité informer les fidèles de l'église, mais également les visiteurs, des raisons techniques qui justifient la prolongation des travaux. Le chantier devrait être livré au cours du premier trimestre 2021. Voyez ce reportage de Max Morel. Les travaux du clocher de l'église seront terminés pour fin février 2021. Expliquer aussi les différentes péripéties que nous avons eues concernant la durée de ces travaux. Pour faire une restructuration, on va intervenir sur évidemment des structures existantes. Évidemment, il y a un prérequis d'études à faire au niveau du sol, au niveau des matériaux existants. On fait donc des sondages, mais souvent, quand nous commençons vraiment les travaux, on tombe des fois sur des situations où ce qu'on avait prévu comme matériau n'est pas tout à fait pareil en tout point de l'ouvrage et que ça mérite de toute manière des arbitrages techniques et forcément avec les entreprises financières. Et comme nous sommes en marché public, ça ne se fait pas n'importe comment, donc ça génère des délais. La réalisation de cet ouvrage sera exemplaire, sera unique et surtout dire qu'avec la structure métallique qui viendra retenir nos trois cloches. C'est vrai qu'il y a eu un travail colossal qui ne se voyait pas. Tout cet ouvrage repose sur ce qu'on appelle un massif en béton de 4 mètres par 4 mètres sur 1,50 m d'épaisseur. Et tout ce massif est porté par 12 micropieux qu'on a réalisés sans que personne n'a vu à quel moment les machines sont entrées. Donc tout ça explique pourquoi à la fois les travaux ont duré un peu plus longtemps, mais aujourd'hui tous les points sont, j'ai envie de dire, résolus pour que l'achèvement de l'église se fasse pour le premier trimestre 2021. C'est cette information importante que je voulais apporter à l'ensemble, bien évidemment, des fidèles, mais je dirais à l'ensemble de nos visiteurs. C'est une église qui est très visitée aussi. Et d'ailleurs, nous allons faire en sorte d'expliquer ces travaux particuliers de notre église avec des explications, des annotations, pour que chaque visiteur qui passera dans cette église saura exactement dans quelles conditions ces travaux ont été réalisés, ou en tout cas, quel est l'exploit et la prouesse technique pour pouvoir mettre en œuvre nos trois cloches. Et nous restons toujours à Sainte-Anne où la ville propose des animations sportives durant les vacances scolaires. Depuis le 20 et jusqu'au 24 décembre, une quarantaine de jeunes âgés de 6 à 12 ans sont accueillis aux matinées sportives de la ville de Sainte-Anne, et ce, dans le strict respect des règles sanitaires. Un sujet de Max Morel. Ça fait quelques années qu'on a mis ça en place. Donc chaque petite vacances, on organise les matinées sportives qui permettent aux enfants d'être présents, en tout cas pendant les vacances scolaires, d'avoir une activité. Donc je rappelle que c'est à titre gratuit, c'est les enfants de 6 à 12 ans. Et en fait, ça permet d'éviter la loisiveté et que ces enfants soient en activité. Nous avons en l'occurrence des jeux innovants. Donc du coup, nous avons du tchoukball, nous avons de l'ultimate.
nous avons associé ce type d'activité aussi. Enfin, on en a d'autres, mais on a associé ces activités au tir à l'arc, que l'on connaît des activités plus modernes. Nous avons la canne à pêche, franchement, de quoi que les enfants s'amusent un peu plus. Nous avons eu de la marche aussi sur le littoral saint-Adèle. Nous avons fait un peu de jeux traditionnels, tir à la corde, jeux de billes, voilà. Donc c'est un programme très riche. C'est quand même important pour notre jeunesse d'avoir des activités. Là, on est sur des activités innovantes. Chaque petite vacance, il y a un thème bien particulier. Forcément, vacances de Noël égale Noël. Hein. Donc forcément, il y a des activités en lien avec la Noël. Ils ont des chants. Il y a toujours une petite part culturelle, en tout cas dans ces matinées sportives, qui permet quand même de rester ancré dans le territoire. Et c'est la fin de cette édition. Nous sommes le mercredi 23 décembre 2020. Bonne soirée à tous. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de réveillon, de bonnes fêtes de Noël. Nous reviendrons lundi pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.